s'il s'agit d'accélérer ou si vous avez quelques questions à poser, peut-être les garder pour la fin. Donc, avant de commencer sur un exemple concret terrien, ce que je vous proposerais, c'est de prendre un tout petit peu de distance. Imaginez-vous que vous faites partie d'une équipe de cosmonautes qui a une mission sur Mars. Cette mission sur Mars, c'est un projet réel de l'Agence nationale européenne d'aéronautique, et donc qui a pour projet d'envoyer une équipe d'ici 2030 sur Mars, avec une question importante qui est adressée depuis une dizaine d'années, c'est le facteur limitant principal. Généralement, c'est une question que je pose au public. Là, je vais y répondre directement. C'est que généralement, on peut imaginer que c'est des questions de puissance, des questions d'énergie pour propulser la navette spatiale, alors que le facteur limitant principal derrière ce projet, c'est vous, respectivement, l'équipage. L'équipage qui consomme quotidiennement plus de 30 kilos d'intrants, oxygène, eau, nourriture. Sachant que, en plus de ça, vous allez produire des déchets de toutes sortes, gaz, liquide, solide, et que la fusée la plus puissante actuellement ne peut propulser qu'environ 5 tonnes, qui est la moitié moins, plus ou moins, de ce qui serait nécessaire pour accompagner un équipage de la Terre sur Mars. Juste l'eau représenterait un coût de 11 millions d'euros. Et donc la solution qui est en étude aujourd'hui à travers des projets au niveau de l'agence européenne, c'est de comprendre et d'essayer de trouver des solutions pour réintégrer les déchets sous la forme d'intrants. Et puis, donc à travers ça, on se rend compte qu'il y a toute une série de cycles qui peuvent être créés. Et il y a un projet en particulier qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Melissa, et qui a pour objectif de mettre au centre de ce bouclage de flux une plante, et qui aura pour objectif, à travers l'évapotranspiration et la photosynthèse, de produire de l'eau, de régénérer de l'air et de la nourriture pour l'équipe. Et au milieu de cet écosystème, vous avez une petite bactérie qui fait son chemin et qui permet d'assurer la croissance de ces plantes. Donc, la solution là, c'est vraiment de boucler les flux. Et c'est un peu l'image que je vous propose de garder pour ce partage d'expérience, en vous disant qu'ici, on est sur des cycles très fermés et clos, tandis que sur notre vaisseau spatial à nous, la Terre, on est sur des flux et des cycles qui sont potentiellement beaucoup plus longs, beaucoup plus larges, pas forcément complexes techniquement, mais complexes d'un point de vue organisationnel. La deuxième question que je peux vous adresser, c'est de réfléchir un peu au lien, maintenant, si on atterrit sur Terre, entre cette montagne célèbre chez nous. J'ai oublié de préciser que je suis basé à Genève, donc je ne vois pas le Cervin, mais le Mont Blanc depuis chez moi. Il se trouve qu'il y a un lien entre cet esturgeon et le Cervin, qui n'est pas uniquement lié à la fonte de la neige qui peut produire de l'eau qui vient alimenter une rivière, sachant que les esturgeons ne vivent a priori pas sur la même latitude que les Alpes. Et le lien, il se retrouve au niveau des ressources naturelles pour faire vivre ces esturgeons, et se traduit à travers un projet de serre, où au pied du Cervin, vous avez un tunnel qui est connu en Suisse, qui permet de traverser du nord au sud à travers les Alpes au moyen d'un train. Et donc, en creusant le tunnel, il y a eu différents forages qui ont été faits, on a identifié des sources d'eau chaude. Ces sources d'eau chaude sont aujourd'hui captées pour venir alimenter les serres de cette serre tropicale, de cette installation tropicale. Et donc, vous avez une turbine à eau qui utilise l'excédent d'eau pour produire l'électricité. Et puis, en plus de ça, vous avez aujourd'hui un approvisionnement photovoltaïque, de même qu'un restaurant, donc à vocation touristique, qui vient utiliser les œufs des sturgeons et le poisson en tant que tel
pour fournir de la nourriture. Donc c'est un projet intégré qui a bénéficié d'une opportunité naturelle en identifiant cette ressource qui était l'eau chaude provenant d'un projet d'infrastructure qui n'avait rien à voir avec du tourisme. Et aujourd'hui, vous avez un projet local, très local, qui valorise avec des cycles fermés cette ressource qui était disponible. On se rapproche gentiment des synergies et des symbioses industrielles quand on aborde ce type de questions-là. L'exemple clé, si on veut, certains d'entre vous en ont certainement déjà entendu parler, c'est Kalundborg. Chez Sofies, un des cofondateurs du bureau est Søren Erkman, qui était la première personne à avoir mis en lumière cet exemple dans les début des années 90. Mis en exemple au début des années 90, parce que ça faisait plus de 15-20 ans que ces entreprises réfléchissaient ensemble à trouver des solutions, sans appeler ça des symbioses ou des synergies industrielles. Ce qui est intéressant à travers cet exemple qui est extrêmement bien référencé, donc je ne vais pas m'y attarder trop longtemps, c'est que vous voyez qu'il y a une zone d'activité et qu'à côté, il y a une municipalité. Et ce projet n'a pu se faire qu'uniquement grâce à une confiance entre les entreprises et aussi à une coopération avec la municipalité, notamment pour la valorisation de rejets thermiques. Ce qui est intéressant derrière ce projet, donc d'une part, il fait école, donc il est référencé, on a vraiment des retours d'expérience intéressants. Et d'un point de vue économique, c'est un des projets aussi qui est parlant dans le sens où on a aujourd'hui des retours suffisamment intéressants pour pouvoir avancer des chiffres qui sont présentés ici, avec notamment un CAPEX de 75 millions de dollars et des délais d'amortissement qui sont finalement pas si éloignés que ça de certains autres projets industriels classiques et individuels. La maturité du système, par contre, c'est un enjeu extrêmement clé. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de confiance. Je dirais qu'il y a une des limites à ce système-là qui paraît intéressant sur le papier, c'est qu'il y a une interdépendance entre les acteurs. Il suffit qu'un maillon de la chaîne change ses politiques d'achat de matières premières, réduisent ses activités, soit délocalisées, soit réorientées dans un autre marché, et vous avez une partie de l'écosystème qui devient moins résilient, de même que le centre de cet écosystème, qui est si Novo Nordisk, c'est une centrale à charbon. Centrale à charbon, ce n'est pas forcément l'activité la plus durable, et c'est le cœur de cette symbiose industrielle. Donc on se rend compte que c'est un exemple intéressant sur lequel on peut aller chercher toute une série de références. Ce n'est pas pour autant l'objectif de le copier pour autant sur les autres projets. Ce cas d'école, il nous montre quoi? Il nous montre justement que quand on parle de symbiose industrielle, on parle de parc éco-industriel. Il a permis d'apporter un référencement. Et aujourd'hui, au niveau notamment des Nations Unies, j'ai mis des références à la fin de mon intervention où on a une description assez partagée de ce qu'est une zone d'activité durable basée sur des symbioses industrielles. Je sais que le triptyque est vraiment un usage efficace des ressources qui permettent aux entreprises d'être à la fois plus rentables, compétitives et attractives, mais également dans un objectif de réduire les risques. Je crois que la situation actuelle, notamment avec les flux de matière des personnes qui se retrouvent limités pour une question complètement externe, montre les vrais enjeux aujourd'hui industriels de pouvoir s'approvisionner en ressources, et les symbioses industrielles sont certainement une partie de la réponse qui permet d'apporter de la résilience locale et de renforcer la consommation et la valorisation de ces ressources localement. Je finis ma première partie d'intervention avec ces mots-là pour continuer à atterrir. Si on regarde l'image de Mars, et ici, ce serait ma troisième question que je vous propose de garder en tête, c'est un territoire peut être représenté de la manière suivante. La question est la suivante: quelle est la ressource principale que vous voyez à travers cette image? La ressource naturelle principale que vous voyez identifiée à travers cette image. Une première réponse est bien entendu l'eau, à travers le jet d'eau de Genève et le lac. J'y reviendrai. Une deuxième réponse, ça peut être aussi la biodiversité. On voit qu'il y a du végétal. On peut imaginer qu'il y ait de l'air. On parle beaucoup aujourd'hui de capture de CO2 comme ressource sur un territoire. Ça pose toute une autre série de questions. La ressource principale en termes de tonnes et d'enjeux sur ce territoire qu'est Genève, c'est les matériaux de construction. C'est le bâti,
qui représente quand on voit un territoire. Donc on a ce type d'image-là. Quand on parle de symbiose industrielle, il faut aussi garder en tête que ça peut se situer au niveau d'une approche systémique. C'est ce qui a été fait à Genève depuis maintenant une vingtaine d'années. À gauche, vous avez un schéma des politiques publiques qui ont été mises en place depuis la fin des années 96, à travers notamment des agendas 21 qui sont entrés dans la Constitution, qui renforcent l'intention de gérer, consommer, utiliser intelligemment et localement les ressources, et puis qui a un impact sur des conditions cadres, sur des planifications. Vous voyez les plans directeurs cantonaux qui sont un outil d'aménagement du territoire. En Suisse, vous avez un concept d'écoparc qui est arrivé également au début des années 2010, qui enjoint les zones d'activité. Et là, le prochain intervenant pourra en dire aussi plus au niveau wallon. Mais voilà, ces zones d'activité, comment est-ce qu'on peut les gérer de manière plus durable? Ça n'a pu être fait uniquement au tout début par une approche systémique. Et à droite, vous avez en fait le métabolisme des activités économiques de Genève, c'est-à-dire les entreprises et entre autres aussi les habitants de Genève qui consomment et génèrent des déchets. Et donc cette approche qui est structurée en 3 piliers, qui est vraiment la production, d'où vient quelle matière. On voit ici que l'eau et les matériaux de construction sont extrêmement importants en tonnage, ce qui ne veut pas dire que c'est les plus problématiques d'un point de vue environnemental. Vous avez un stock qui est extrêmement important, notamment constitué de bâtiments, et ensuite des déchets. Cette vision-là permet d'avoir une image dans un temps donné, qui va être réactualisée cette année sur Genève, et qui permet d'accompagner, c'est un outil d'aide à la décision. Et donc à l'échelle d'un territoire, c'est ce qui peut être fait. Ça a été à l'origine de ce projet-là. Par exemple, j'ai parlé avant de l'eau du lac, vous avez ici aussi un projet qui est référencé, vous trouvez des informations sur le net, qui s'appelle Génilac, qui a pour objectif, donc qui a été réalisé, hein, qui est en marche maintenant à l'échelle de ce quartier, et aujourd'hui il est étendu sur l'ensemble de l'agglomération, c'est d'aller capter l'énergie, donc les frigories et les calories du lac à une certaine profondeur, pour créer un chauffage, un système de chauffage et de refroidissement à distance à l'échelle d'un quartier. Donc on va chercher l'eau du lac à une certaine profondeur, sauf erreur une dizaine de mètres, où l'eau est à une température similaire l'été et l'hiver, qui permet en été de venir refroidir les bâtiments, en hiver de venir les réchauffer. Ce qui s'est passé, c'est que là, techniquement, c'est absolument pas un problème, c'est des solutions qui existent depuis les années 70. Par contre, le montage financier a été intéressant dans le sens où vous avez une entreprise qui a fait cette demande au canton. Le canton lui a répondu oui, à condition que l'approche soit à l'échelle du quartier. Donc le canton a imposé cette vision. En réponse, il a donné des garanties financières pour le montage et le financement des infrastructures. Et l'entreprise s'est adjoint les services de ses voisins pour avoir une approche globale. Donc aujourd'hui, vous avez ces chiffres-là, et donc l'eau est pompée. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est également réutilisée en bout de cycle pour arroser les parcs du quartier qui consomment énormément d'eau en termes d'arrosage et d'entretien. Et un chiffre qui n'est pas mentionné ici, qui est extrêmement intéressant, dans les symbioses industrielles, techniquement, vous pouvez créer un pipe entre deux entités, valorisation de rejet thermique, de matière et autres. La différence ici sur ce projet, c'est faite à travers l'usage de ce réseau. Et donc après une année, il y a eu différentes séances qui ont été faites avec tous les concierges des bâtiments, qui ont dû être formés, sensibilisés à cette nouvelle technologie. C'est-à-dire qu'il s'agissait plus uniquement de descendre à la cave du bâtiment et enclencher la source, on va dire fossile, à base de gaz ou de mazout, et en tournant une valve. Là, il s'agit d'être beaucoup plus fin, d'accompagner vraiment les changements de température. Et on a atteint une amélioration de la consommation de l'énergie de 20% au cours de la deuxième année, essentiellement dans la phase d'utilisation de l'infrastructure. Et ça, c'est vraiment un élément extrêmement important dans les symbioses industrielles. Il ne s'agit pas uniquement de construire une infrastructure, mais de l'utiliser derrière intelligemment. Le montage financier est extrêmement important. Cette image, simplement pour vous mentionner ces 3 échelles. On peut vraiment travailler à l'échelle d'une entreprise, d'une zone ou d'une région. L'ensemble des thématiques qui sont adressées quand on parle de symbiose industrielle, ce n'est pas uniquement les rejets de chaleur et d'énergie. Il y a aussi toutes les questions de mutualisation de services, d'environnement, d'aménagement extérieur, etc. J'ai 2 autres exemples que j'aimerais vous partager rapidement, qui se situent en France, pour vous montrer qu'il y a 2 approches possibles et que généralement la réponse elle se situe entre les 2. Ici, vous avez le parc industriel de la Plaine de l'Ain, que vous connaissez peut-être, qui est situé au nord de Lyon. Son historique, c'est le suivant, c'est qu'il a été créé à la fin des années 70 pour sortir les industries polluantes du centre de Lyon. Aujourd'hui, il est
partiellement occupé, il est confronté à un vrai enjeu, c'est que son modèle d'affaires est basé sur la vente de terrain. Quand il n'y a plus de terrain, le modèle d'affaires de l'organe qui gère la zone est confronté à un enjeu et donc aujourd'hui il se spécialise et se diversifie sur la vente de services à ces entreprises et notamment l'accompagnement de la création d'infrastructures mutualisées, de services partagés, d'aménagement extérieur. Aujourd'hui, si vous implantez sur ce parc, vous devez faire face, au sens strict du terme, à un coloriste qui va imposer une gamme de couleurs à votre bâtiment, indépendamment que vous soyez d'une marque rouge, orange, jaune. Et donc, c'est vraiment un ensemble local. Et aujourd'hui, les entreprises viennent sur ce parc parce qu'ils savent qu'il y a cette qualité d'accompagnement de service qui est là et qui va pouvoir être une image pour eux. Donc, aujourd'hui, c'est le premier parc européen qui a été certifié à l'époque ISO 14001, EMAS. Donc, ils misent beaucoup sur cette approche durable. Ils l'ont fait pour des raisons économiques et aujourd'hui, ils commencent à mettre en place des projets d'écologie industrielle, de symbiose industrielle, en les appelant comme ça. Ils les faisaient par ailleurs auparavant. Donc aujourd'hui, ça, c'est le site de cette zone et qui vraiment met en avant la qualité des services proposés pour les entreprises, l'accompagnement, etc. C'est du marketing territorial réel. Deuxième approche, donc là, on est plutôt sur du top-down avec des collectivités publiques qui ont créé cette zone. Une autre approche qu'on a accompagnée avec Sofies, c'est le port autonome de Strasbourg. C'est une des approches aujourd'hui en France qui est considérée comme être pérennisée. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, c'est que d'identifier des synergies interentreprises, c'est une chose. Il y a plusieurs cabinets qui le font, il y a beaucoup d'expériences qui sont aujourd'hui disponibles. Par contre, d'accompagner dans le temps la réalisation et de pérenniser ces organisations, c'est une autre paire de manches. C'est un projet qui a commencé en 2013, on est en 2020. Kalundborg, ça a pris 30 ans, Strasbourg, ça a pris 7 ans, pour aujourd'hui avoir une vraie équipe qui travaille sur ce projet. Vous avez ici un déroulé qui montre les différentes phases. Tout d'abord, vous avez la collectivité publique qui arrivait avec avec des subventions pour identifier les opportunités. À partir de la 2e, 3e année, vous avez une participation des entreprises et du port financière pour alimenter un animateur. Au cours de la phase 3, vous avez eu un pourcentage plus important qui a été proposé par les entreprises. Et aujourd'hui, on est à 50% de cofinancement privé des acteurs, du groupement des usagers du port, et puis un portage. Aujourd'hui, vous avez une plateforme qui s'appelle Clé, ici à droite, qui est vraiment l'image de ce projet. Ce qui parle aux entreprises, ça reste les chiffres. Il y avait une vraie intention de collaborer au début. Après une année, on avait déjà des retours intéressants, notamment sur des contractings énergétiques qui ont été mutualisés avec des gains à hauteur de 100 000 € après une année. Après, là, c'est des chiffres qui datent de 2019, qui sont certainement pas à jour, mais les ordres de grandeur restent corrects. On peut parler aujourd'hui sur ce projet-là. On parle de 30 entreprises qui se sont mises ensemble sur des projets divers et variés. Vous voyez ici les thématiques d'achat responsable, de gestion des déchets, valorisation de palettes. Aujourd'hui, il y a de la formation qui est mutualisée. Et on a vraiment un retour qui permet de quantifier la valeur ajoutée de cette démarche en termes d'euros économisés, investis différemment, de tonnes de CO2 qui ont été également économisées et d'emplois directs créés. Là, on parle des emplois directs. Quand on fait une symbiose ou un projet de symbiose industrielle, il y a aussi les effets collatéraux qui sont peut-être pas calculables ou imputables directement à l'énergie qui a été mise en place pour identifier ces synergies. Et donc là, un exemple qui montre qu'on a vraiment une approche bottom-up, où on a d'abord travaillé avec 5 entreprises, ensuite 6, 10, 20, 25. L'État a eu un rôle, et c'est un peu mon message à travers cette slide-là, c'est que vraiment, notre expérience montre que vous pouvez avoir des démarches bottom-up ou top-down. Généralement, la solution se trouve entre deux, avec une partie de subventionnement à une étape ou à une autre, mais il faut absolument que les acteurs économiques s'impliquent en ressources, temps, compétences, argent à un moment donné. Sinon, l'implication et puis la valeur ajoutée de la démarche sera compliquée, ne serait-ce que parce que la motivation est générée par la valeur ajoutée que le projet peut leur apporter. Et si, je sais qu'il y a des industriels dans la salle, c'est vraiment le cœur de l'enjeu ici, c'est d'arriver à faire parler des intentions publiques avec des besoins et des attentes privées, avec des agendas qui sont complètement différents. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'enjeu. Vous voyez ici les couleurs, les différentes thématiques qui sont abordées dans nos projets et dans les projets que je viens de vous présenter, avec chaque fois des conditions cadres d'aménagement, de planification énergétique, et puis derrière, des enjeux opérationnels industriels. Dans la pérennisation, la vraie question qui a été notamment abordée à Strasbourg, c'est
quelle est la forme de l'organisation qui doit gérer, continuer à animer, identifier, accompagner la mise en œuvre, voire opérer les symbioses. Il n'y a pas une réponse toute faite. Il se trouve qu'ici, c'est une association sur Strasbourg, avec un portage de ID Alsace, anciennement ID Alsace, aujourd'hui Initiative Durable. Sofies, on a formé ces personnes pour qu'elles puissent s'assurer de la pérennisation. À Kalundborg, vous avez un institut, vous avez vu le parc industriel de la Plaine-Lin, qui est une société publique, mais vous avez aussi les sociétés privées qui prennent en main, qui sont soit créées, soit qui sont gérées par un des acteurs de la symbiose ou des synergies. Donc voilà, la réponse est mixte. Je termine maintenant avec quelques slides sur les avantages et les inconvénients. Je dirais que les bénéfices, ils sont absolument centraux. Il faut absolument qu'il y ait un intérêt ou un avantage environnemental. Il faut être très vigilant sur les effets rebonds, c'est-à-dire sur une symbiose qui finalement génère plus d'énergie dans l'infrastructure, dans le recyclage ou dans la transformation. Donc s'assurer en amont que l'effet est vraiment positif pour la consommation de matières premières. Bien entendu, les risques économiques sont à travers ça diminués, ils doivent en tout cas être maîtrisés. Puis vous augmentez les enjeux de compétitivité, de rentabilité, de mutualisation d'infrastructures. On a vraiment vu là de plus en plus la question de santé, de sécurité des travailleurs. Vous pouvez proposer à l'aune des enjeux de santé publique aujourd'hui des espaces partagés qui respectent les conditions sanitaires, mais qui permettent notamment aux travailleurs de venir dans certains espaces sans se déplacer du domicile au travail, mais avec notamment plus une approche vaisseau amiral du siège de l'entreprise, mais aussi avec une approche en réseau systémique. Il y a de nombreux exemples aujourd'hui qui sont en train d'être mis en place. Et donc vraiment cette qualité de vie de la zone pour les entreprises, pour la collectivité publique et les travailleurs, c'est un enjeu qui est aujourd'hui de plus en plus mis en avant. Les limites de ce type d'approche, nous on les voit très clairement, on les vit aussi tous les jours. Les montages financiers sont complexes. On est sur du multi-acteurs, les études de marché sont complexes, la valorisation des CAPEX ou l'identification en tout cas des bénéfices derrière sont aussi plus complexes. Donc il faut être conscient de ça, il faut mettre l'énergie nécessaire, on est sur du partenariat public-privé qui n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. La dépendance à de nouveaux partenaires, on n'est plus sur une économie linéaire où on a un fournisseur, un transformateur, producteur et ensuite des intermédiaires, logisticiens, vendeurs, marchés. On a une multitude de boucles qui commencent à s'opérer avec des acteurs qu'on ne connaît pas ou avec qui on n'a pas d'intérêt en termes de valorisation économique. Et donc il y a cette dépendance qui est à prendre en compte, qui peut être un avantage, mais qui peut aussi consister en certaines limites. La législation est un vrai enjeu, un vrai potentiel frein, notamment sur tout ce qui est législation des déchets. La valorisation d'un déchet par une entreprise pour que ça soit une ressource, il y a vraiment toute une série d'enjeux et là on travaille énormément, que ça soit sur la question des déchets électroniques, sur la valorisation des déchets de biomasse, qui pose toute une série de questions qu'il faut absolument appréhender. La bonne idée au début n'est pas forcément une bonne solution réalisable d'un point de vue légal à la fin du projet. Confidentialité des données, c'est un vrai enjeu. Je dirais que c'est potentiellement un faux problème à partir du moment où il y a la confiance, l'intérêt économique des acteurs, les questions de confidentialité peuvent être traitées. Par contre, il faut les appréhender et puis finalement, le retour sur investissement est quand même potentiellement plus long, sans être un vrai frein à mon avis non plus, mais est à prendre en compte. Les deux dernières slides sont les suivantes, simplement vous dire qu'il y a plusieurs manières d'arriver. On a vu à travers les approches à ces solutions-là. Nous, notre foi, c'est qu'il faut comprendre et connaître les processus industriels. Être juste un animateur de symbiose, comme il y en a beaucoup, c'est bien, ça permet de mettre les gens autour de la table, vous voyez à droite, c'est des prestations qu'on a aussi, auxquelles on a également participé, sur lesquelles on voit toute une série de bénéfices qui peuvent se faire. Par contre, derrière, il faut savoir de quoi on parle, il faut aller comprendre les processus industriels, et ça nécessite un vrai travail, c'est un vrai enjeu. Et en troisième point, vous voyez ici à droite, c'est un exemple à gauche, pardon, de Toilmaker. C'est aujourd'hui avec l'industrie 4.0, avec la gestion des données, le big data, de s'adjoindre les services de plateformes, d'outils qui ne sont pas forcément complexes à mettre en place, mais qui permettent de faciliter la transition entre la grande masse de données et l'identification de véritables opportunités. Et à mon avis, ce triptyque, mettre les gens autour de la table pour créer la confiance, comprendre véritablement les enjeux industriels et être capable de joindre les deux à travers des plateformes, des outils, c'est quelque chose aujourd'hui qui rend les symbioses, à mon avis, plus réalistes, réalisables et qui accélère leur mise en œuvre.
Je donne ici un exemple que vous pouvez consulter, qui est une plateforme de partage de bonnes expériences qui a été mise en place à Genève. Ça s'appelle genie.ch. Pardon. C'est un facteur clé. Je termine avec ces facteurs clés-là. Un facteur clé, c'est de parler des expériences et des réussites entre industriels. Et là, c'est un vrai enjeu qu'on a identifié, en tout cas sur Genève, c'est de mettre en avant les retours d'expérience, de montrer que c'est possible, de tirer les conséquences des potentiels échecs, il y en a beaucoup, et de comprendre qu'est-ce qui fait que ça a pu marcher dans un contexte, moins dans un autre, et donc de mettre à disposition cette connaissance-là. C'est à mon avis extrêmement important. Et puis cette slide pour vous dire que voilà, il y a la coopération interacteur est extrêmement importante entre les experts, les acteurs publics, les acteurs économiques. Vous avez des agendas différents, des personnes qui ne se comprennent pas, qui ne parlent pas le même langage. Malgré le fait que le potentiel de symbiose est là, il faut vraiment faire un travail de traduction et s'assurer que le projet répond aux enjeux de chacun. Et le rôle là de facilitateur qui comprend les enjeux techniques, qui est capable de travailler sur l'innovation, de mettre en lien avec des instituts de recherche, des acteurs économiques et des acteurs publics, c'est absolument essentiel. Ma dernière slide, je dirais, pour terminer, je crois que j'arrive au bout du temps qui m'était importé, qui m'était donné, c'est ces 3 points-là. C'est vraiment, je dirais, l'expérience qu'on a pu vivre. Les entreprises font partie d'un écosystème complexe. Une approche systémique est nécessaire. L'économie circulaire est un élément de réponse par rapport à ça. Le monde dans lequel on vit, on l'a vu au début lors de mon introduction avec cette image de la Terre, on est dans un monde aux ressources qui sont finies. Les technologies vont nous aider certainement, par contre une vision systémique est nécessaire, et puis un changement de comportement, de paradigme peut-être, est nécessaire pour pouvoir atteindre ces objectifs de résilience et de ressources consommées de manière locale et durable. Pour ça, il faut créer ce climat de confiance, il faut une vision commune, et puis s'assurer que la vision est partagée, ce qui n'est pas toujours si facile quand on a affaire à des intérêts divergents. Je vous mets ici juste, et j'imagine que les slides vous seront aussi partagés, quelques références, quelques ressources, l'ouvrage de Søren Erkman qui est vraiment destiné à tout acteur pour voilà, rentrer dans une série d'exemples de retours d'expérience sur l'écologie industrielle, 2 rapports récents de l'ONU auxquels nous on a participé, mais qui ont permis de capter les enjeux de ces parcs éco-industriels à l'échelle internationale. Et puis juste à titre d'information aussi, les 15 ans de travaux qui ont été menés sur Genève sont aujourd'hui disponibles sur le net à travers ce type de brochure qui explique à sa propre échelle comment Genève a appréhendé cette question de gestion des ressources. Voilà, je vous remercie. Je pourrais parler en détail de différents autres projets, ce n'est pas le but. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, des commentaires. Et je remercie encore de l'invitation qui m'a été faite. Merci beaucoup, Monsieur Charrière, pour cet exposé très complet qui donne un bon éclairage à la fois conceptuel et pratique et illustratif des symbioses et de l'écologie industrielle. Donc, il est proposé maintenant aux participants de poser des questions dans le chat, s'il y en a. Je vois qu'ici, il y avait une proposition avec un podcast apparemment qui existe sur le cas de Strasbourg. On avait reçu une question, sinon en amont du webinaire par un des participants qui demandait s'il y avait des métiers ou des process industriels qui se prêtaient particulièrement bien à la démarche d'écologie industrielle. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse par rapport à ça, même si on a bien vu que ça pouvait être à l'échelle d'un territoire ou enfin voilà, il y avait plusieurs possibilités de voir la mise en pratique. C'est ça, vous avez exactement compris, c'est vraiment notre posture chez Sophia, c'est de dire qu'il n'y a pas un cas particulier et puis il n'y a pas une règle juste pour tout le monde. Par contre, il est évident, je dirais que dans les, et j'aime pas ce terme, mais dans les pays industrialisés, et particulièrement en Europe, je vois vraiment les enjeux et les intérêts pour les producteurs et consommateurs, les grands producteurs consommateurs de ressources, d'énergie et d'eau. C'est ce qu'on voit essentiellement en Suisse. Donc, c'est vraiment sur ces flux-là qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je dirais que tout ce qui est mutualisation de services, ça peut vraiment toucher
et impacter un maximum d'activités économiques. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une vraie volonté d'un acteur. On l'a vu sur Genève avec le projet de chauffage à distance, où là, vous aviez Merckx et Renault, qui est un acteur important, qui a une capacité d'investissement, qui a une capacité d'embarquer aussi des acteurs avec lui, de jouer un rôle de leader. C'était le cas avec Soprema à Strasbourg, que je vois dans le chat. Il faut des ambassadeurs, et rien de tel qu'un ambassadeur industriel pour embarquer d'autres industriels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Entre-temps, je vois qu'il y a 2 autres questions, à savoir est-ce que l'Impact Hub Transition est impliqué dans cette démarche industrielle? Oui, je ne connais pas exactement cet acteur-là, donc voilà, je ne sais pas si la question Je ne vous peux pas vous parle. répondre. Voilà. Peut-être que Sébastien pourra nous préciser ce qu'il entend exactement par sa question. En attendant, oui, peut-on espérer que les gestionnaires de Oui. zoning se lancent dans le développement de l'écologie industrielle et territoriale ou prennent le rôle de facilitateurs animateurs? Là, c'est une excellente question, et je pense que, alors la réponse est oui. Par contre, c'est un oui ouvert, c'est-à-dire que les formes sont variées. Je dirais qu'il y a un vrai enjeu. Pourquoi les symbioses se font pas automatiquement? Il y en a qui existent historiquement depuis des années parce que les deux industriels se sont mis d'accord, ont vu l'intérêt. Mais les entreprises d'une même zone, par exemple, n'ont pas l'habitude de se parler. Hein, on dit aujourd'hui qu'on connaît même plus ses voisins parce qu'on n'est plus sur les mêmes secteurs, et ça, c'est un vrai enjeu que les outils numériques aujourd'hui devraient nous permettre ou faciliter un rapprochement. On voit que c'est même presque l'inverse qui se passe. On est plus connecté avec notre prestataire à Singapour qu'avec notre voisin du zoning propre. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et donc le gestionnaire de zone peut faciliter ça. Ça, c'est évident. Il a un autre rôle, à mon avis, c'est aussi de travailler sur les montages financiers. C'est-à-dire que moi, industriel, c'est pas mon rôle de prendre le risque et d'identifier le montage financier avec d'autres partenaires externes. J'ai déjà suffisamment à faire pour assurer ma production, mes fournisseurs, mon fonctionnement. Et donc, par contre, je peux participer à la prise de risque, peut-être sur un co-investissement, ou simplement sur le contracting, hein, qui me sera fait de revendeur ou d'acheteur de la ressource. Par contre, le montage économique peut vraiment être potentiellement fait ou guidé par un gestionnaire qui a, lui, la vue d'ensemble et peut avoir ces compétences-là, le cas échéant, notamment sur les aspects légaux, voilà. Donc oui, très certainement. Et en Wallonie, il y a des exemples intéressants dans ce sens-là aussi. Très bien. Je vois qu'on a aussi une remarque sur l'écosystème industriel belgique qui a été mis en évidence dès les années 80. Donc la Belgique aurait été précurseur en la matière. C'est vrai. Et puis juste un complément, c'est qu'il y a eu tout un travail qui a été fait par le ministère wallon de l'économie sous l'égide du ministère Marcourt, il y a peut-être 6-7 ans, avec différents travaux, des appels à projets qui avaient été lancés, avec une volonté de travailler sur ces indicateurs, pas uniquement économiques, mais aussi d'optimisation des ressources. Donc il y a, en Wallonie, il y a à la fois des synergies existantes et des démarches qui ont pas attendu aujourd'hui pour se lancer. Donc je pense que là, vous avez un écosystème qui est intéressant, en tout cas, complètement. Oui. Et une gestion de zone particulière. Que nous, en Suisse, par exemple, on n'a pas de gestionnaire de zone. Ça n'existe pas. C'est extrêmement particulier au contexte. Et donc, ce contexte-là, français, danois, belge, fait que les pistes doivent être étudiées différemment. Voilà, donc ça nous fait une excellente transition pour la deuxième présentation. On aura encore une séance de questions-réponses à l'issue du webinaire, donc voilà, gardez vos questions bien au chaud. Mais donc justement, là, on va passer au cas de la Wallonie, avec l'exemple du zoning de Tertre qui va nous être présenté par un trio d'intervenants. Donc nous avons Maïté Dufresne, Quentin Deplus et Vincent Burton. Maïté Dufresne et Quentin Deplus qui viennent d'IDEA, donc l'intercommunal de développement économique de la zone Cœur du Hainaut, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et Monsieur Burton qui est un industriel qui représente Yara sur le campus, le zoning de Tertre. Je vous laisse la parole, merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci à Lara et Valentine pour votre invitation. Et puis merci à Benoît Charrière d'avoir aussi bien planté le décor, parce que
j'ai vu beaucoup de points communs et on va tenter de montrer comment nous, on rentre effectivement dans ces différentes couches, dans ces différentes échelles auxquelles on peut travailler l'écologie industrielle. Alors, quelques mots d'abord pour vous présenter l'intercommunal IDEA. Donc, nous sommes une agence de développement territorial qui travaille dans différents domaines d'intérêt général, le développement économique et l'aménagement du territoire. Donc, en quelque sorte, nous préparons des terrains pour accueillir des entreprises. Nous travaillons sur des expertises spécifiques, notamment des audits énergétiques, par exemple. Et nous sommes également distributeurs et assainisseurs d'eau. Et enfin, nous exploitons depuis maintenant à peu près une trentaine d'années la nappe géothermique qui est sous nos pieds ici dans le bassin de Mons. Alors, l'IDEA est active sur ce territoire du cœur du Hainaut qui est situé donc entre la Wallonie-Picarde et Charleroi Métropole. On couvre 27 communes, donc l'équivalent d'à peu près 540 000 habitants. Nous avons 60 parcs d'activités économiques en gestion, ce qui représente à peu près 1000 entreprises. Alors, dans le contexte de mutation que notre société connaît et face à tous ces défis majeurs qui sont encore renforcés par la crise sanitaire et économique que nous traversons, l'IDEA a souhaité redéfinir sa stratégie, donc au départ d'une raison d'être, d'une mission, d'une vision et d'une ambition, et a décliné son plan stratégique à l'horizon 2030 en 5 axes qui sont en fait des transitions. Et sur la transition économique, eh bien, on a encouragé déjà depuis 2012 l'économie circulaire en commençant par nous-mêmes nous prêter à des expériences d'écologie industrielle, suite d'ailleurs à l'appel à projet du ministre Marcourt que Benoît a cité juste avant. Donc cet appel à projet a été lancé en 2011-2012 et s'adresser aux opérateurs de développement économique que sont les intercommunales. Alors, à ce moment-là, on a un peu sondé les différents zonings qui étaient dans notre gestion et on a identifié le zoning de Tertre comme étant propice à ce genre d'expérience pour différentes raisons et sur base de différents atouts, et notamment parce que cette zone d'activité est elle-même dans le cadre de synergie industrielle depuis sa création. Donc le contexte est tel que ça fait un siècle à peu près que le zoning existe au départ de l'extraction du charbon. Donc ça a vraiment été un secteur économique qui est parti de là il y a maintenant, oui, pratiquement un siècle. Et de manière historique, les entreprises se sont greffées les unes sur les autres en mettant à profit des échanges, notamment de matières, qui ont incité les entreprises à continuer à développer des synergies industrielles qui, au départ, étaient déjà ancrées sur le site. Alors, l'expérience s'est adressée à 8 entreprises de cette zone d'activité économique de Tertre, qui est une plateforme essentiellement chimique. C'est un site Céveso. Et parmi ces atouts, eh bien, on a identifié des atouts notamment logistiques avec la proximité de l'autoroute, la desserte par la voie d'eau et par la voie de chemin de fer. Et à l'heure actuelle, on a à peu près 600 emplois qui existent sur le site. Et nous avons une grande zone là sur vraiment la partie centrale qui est en fait qui vient d'être assainie par l'ASPAC et qui est en fait l'ancienne coquerie qui est à l'origine de la zone industrielle, sur laquelle nous avons la possibilité de remettre dès aujourd'hui les 32 hectares dans le développement, dans le cycle du développement économique, avec un potentiel de création estimé à 800 emplois. Alors, quand le ministre a lancé son appel à projet, nous sommes allés donc voir ces entreprises. Et la première chose que nous avons faite, c'était de les mettre en confiance par, justement, comme Benoît l'a souligné, la proposition de signer des accords de confidentialité. Une fois que ces accords ont été signés, chaque entreprise a pu alors mettre sur la table différentes données et nous avons commencé par analyser toutes les matières entrantes et sortantes de chacune des entreprises et puis les matières entrantes et sortantes de la zone d'activité économique au sens plus large. Alors sur cette base-là, nous avons commencé à constituer des groupes de travail et donc je pourrais vous répondre peut-être
plus tard sur des questions en lien avec la méthodologie de travail, mais en tout cas vous dire que sur les différentes thématiques que nous avons analysées, les groupes de travail que nous avons constitués étaient à géométrie variable et que les personnes que les entreprises déléguaient dans ces groupes de travail avaient des casquettes et des compétences parfois différentes selon aussi la capacité et la taille de l'entreprise. Alors, je vais laisser Vincent Burton, donc le responsable environnement chez Yara. Alors, je souligne quand même que Yara a été une locomotive dans le groupe d'industriels qui a travaillé avec nous. Et je pense que c'était justement une clé du succès d'avoir une entreprise qui se montrait un peu le leader pour entraîner les autres dans la dynamique. Donc, je vais le laisser expliquer quelles sont les synergies entre les entreprises qui étaient historiques et comment elles se développent et comment elles continuent à évoluer au quotidien. Merci Maïté. Je ne vais pas prendre la main sur la présentation, je te demanderai juste de passer les slides une à une. Okay. Donc, comme disait Monsieur Charrière, un des enjeux pour le développement de l'écologie industrielle, c'est de connaître ses voisins. Et sur le site de Yara Tertre, Maïté l'a rappelé, les industriels se connaissent généralement bien. Parce qu'en 1928, eh bien, la coquerie a été construite et a été construite juste à côté une carbochimique pour exploiter les gaz de la coquerie. Au fil du temps, les différents départements de cette entité carbochimique ont développé des activités différentes, notamment la production d'engrais à base de sulfate ammonique, le travail de minéraux, de minerais comme le cuivre ou le manganèse et l'exploitation des gaz de coquerie pour produire des produits organiques. Alors, en 1985, la carbochimique a souhaité se séparer de ces activités-là et les différents départements ont été revendus à des industriels du secteur, pour la plupart internationaux. Donc, à l'époque, c'était Kemira, un groupe finlandais, qui a repris l'activité de production d'engrais de la plateforme. Et donc, il y a des synergies qui existent depuis toujours. Par exemple, au niveau de la distribution d'eau souterraine, il y a un seul circuit de distribution d'eau souterraine. Au niveau de l'alimentation en électricité, il y a une seule ligne d'alimentation en électricité du zoning et c'est historiquement et pour des raisons aussi géographiques que c'est aujourd'hui Yara qui s'occupe de distribuer ces différentes utilities. Donc voilà, ça c'est pour des raisons historiques, mais il y a également des développements d'écologie industrielle plus récents, notamment la société Maxam qui est venue s'implanter sur le site de Tertre en 2006 par la présence de production d'acide nitrique concentré sur le site de Tertre. C'est une production qui n'est pas courante et donc il y a un seul site de production d'acide nitrique concentré en Belgique. En France, il n'y en a plus à ma connaissance. Et donc, une des raisons, c'était de venir s'implanter juste à côté d'un site producteur d'acide nitrique concentré pour pouvoir récupérer un effluent de la production de Micette, de Maxam, qui est du nitrate pour le réutiliser dans la fabrication de nos engrais. Donc voilà, maintenant vous voyez le schéma simplifié des productions qu'il y a sur le zoning de Tertre au sein de Yara et les différentes connexions avec des industriels. Donc, Yara, on produit des engrais à base de nitrate ammonique. Le nitrate ammonique, il faut pour cela de l'ammoniac. On le produit à partir du gaz naturel au reforming. On produit de l'ammoniac. Il y a un coproduit, c'est le dioxyde de carbone.
dont une grande partie est exploitée par Air Product pour être vendue dans différents secteurs industriels, mais également alimentaires. L'ammoniac peut servir à plusieurs fins, fabriquer de l'eau ammoniacale, mais est principalement utilisé pour la production d'engrais à base de nitrate ammonique. Et donc, pour ce faire, on l'utilise pour fabriquer de l'acide nitrique. Donc, c'est les installations du pont U2 et U3 que vous voyez sur le schéma. Au sein de ces installations, on oxyde l'ammoniac pour fabriquer des oxydes d'azote. Ces oxydes d'azote, on les absorbe pour fabriquer. Tu peux cliquer juste une fois sur la slide, voilà. Donc, au niveau de l'installation U2-3, les oxydes d'azote sont utilisés pour fabriquer l'acide nitrique. Et en fonctionnement normal, s'il n'y avait pas l'existence de Prince, on le ferait réagir avec l'ammoniac pour fabriquer le nitrate ammonique, qui est la base de nos engrais. Maintenant, une écologie industrielle, une synergie avec Prince, de manière historique, mais qui est maintenue et qui est souhaitée, c'est l'utilisation des oxydes d'azote de U2-3 pour fabriquer du nitrate de manganèse. Donc, les minerais de manganèse sont attaqués par les oxydes d'azote dans l'installation juste à côté de la tour d'absorption de U2-3. Et le nitrate de manganèse est transmis à Prince Erakem, qui utilise également du CO2 produit par le reforming sur le zoning de tertre, et également qui utilise également l'ammoniac produit aussi par Yara. De ce fait-là, on obtient des oxydes de manganèse, mais également en coproduit le nitrate ammonique, concentré à 15% seulement. Et donc, il pourrait être réutilisé dans notre granulation pour la fabrication d'engrais. Il faut le reconcentrer. Et ça, Prince a une installation qui pré-traite en quelque sorte le nitrate ammonique pour que ça retourne dans la ligne de fabrication d'engrais. Donc, en quelque sorte, les oxydes d'azote produits par U2-3 ont servi d'une part à fabriquer des oxydes de manganèse, mais également vont servir in fine à fabriquer des engrais. Et donc ça, c'est le schéma, mais il y a une image qui explique bien cette boucle azote de recirculation. Donc, on produit des oxydes d'azote pour attaquer du manganèse, pour fabriquer le nitrate de manganèse. Avec d'autres réactifs, on fabrique les différents produits finis de Prince et le coproduit, le nitrate ammonique à 15%, est reconcentré pour être envoyé de nouveau vers la société Yara pour fabriquer les engrais. Donc voilà, ça c'était l'illustration du flux de l'écologie industrielle la plus forte sur l'écozoning de Tertre. Voilà, je peux te rendre la main, Maïté, pour la suite. Merci Vincent. Et donc en parallèle à cette réflexion sur toutes les molécules que tu viens de nous citer, le groupe de travail avait réfléchi aussi à la partie énergie, en particulier à la vapeur, puisque ce que nous avions constaté, c'est que Yara rejetait à l'époque dans nos diagnostics à peu près 190 000 tonnes de vapeur à l'atmosphère par an. Et l'idée avait été de pouvoir étudier la transposition du modèle Warmco qui existe aux Pays-Bas. Là, Warmco centralise en fait les différentes vapeurs avec des températures et des pressions différentes, et puis les redistribue à un client final, en l'occurrence ici à Sluiskils aux Pays-Bas, à des maraîchers qui font donc du maraîchage intensif serre, par exemple des tomates en culture hydroponique. Et donc ce qu'on avait fait au niveau d'IDEA à ce moment-là, c'était d'imaginer aussi si, in fine, cette centrale vapeur voyait le jour sur l'écozoning de Tertre, s'il y avait derrière ça un potentiel développement économique sur ce plan, qui était en fait un plan B, de se dire, tiens, est-ce que du maraîchage, ça aurait du sens,
au-delà d'un plan A qui était évidemment d'aller chercher un investisseur avec une casquette vraiment industrielle qui aurait pu venir s'installer sur le site de Carcoq en déployant des synergies sur base notamment de la vapeur avec Yara. Et donc nous avons mené cette étude sur le maraîchage intensif qui s'est révélée assez concluante, à la base avec une potentielle combinaison entre de l'aquaponie et des serres de maraîchage sur tomates, poivrons, concombres, un peu ce qu'ils font aux Pays-Bas. Et nous avions démontré qu'il y avait en tout cas une possibilité d'écouler cette production à une échelle locale pour rester dans une logique aussi de circuit court. Et cette production pouvait s'écouler sur toute la province de Hainaut et également sur le nord de la France. Voilà, donc ça c'était pour la partie du groupe de travail matière et énergie. Et puis en parallèle à ça, nous avions un autre groupe qui s'était intéressé à la thématique de l'eau et où la problématique sur le zoning de Tertre, c'est de pouvoir traiter des eaux usées qui sont fortement chargées, notamment ici en azote, et où certaines entreprises ont des procédés d'épuration sur site et après cela, après quoi les eaux usées gravitent jusqu'à la rivière la plus proche qui n'est jamais qu'à 5 km en traversant des zones urbaines et pour arriver donc en milieu rivière un peu plus loin. Et puis d'autres entreprises rejettent, elles, leurs eaux usées vers la station d'épuration de Wamuel qui est 2 km plus loin et qui est, elle, gérée par l'intercommunal IDEA, mais qui au départ est plutôt conçue pour assainir des eaux urbaines. Et donc c'est quelque chose qui dans le temps ne peut pas être pérennisé. Et au-delà de ça, on s'est retrouvé face à un contexte où certaines entreprises devaient revoir leur permis dans un contexte où les normes sont de plus en plus strictes et où les industriels se sont mis autour de la table avec cette volonté de pouvoir diminuer le plus possible leurs charges polluantes dans les eaux usées en tentant de mutualiser leurs efforts au sein d'une station d'épuration groupée, collective, donc mutualisée. Donc ça a fait l'objet d'une étude de faisabilité d'abord purement théorique qui s'est avérée concluante, étude sur base de laquelle on a alors décidé d'aller plus loin dans l'opérationnalisation d'un pilote industriel. Donc c'est ce que vous voyez sur les photos, c'est vraiment un porte-à-cabine qui a été déposé sur le zoning et dans lequel les entreprises, de manière hebdomadaire, venaient déverser des échantillons de leurs eaux usées. Tout ça a été analysé de manière très pointilleuse par le CBEDO, centre de recherche à Liège, ce qui a permis là aussi de conclure à différents scénarios d'épuration de ces eaux de manière mutualisée. Et aujourd'hui, il semblerait qu'à l'issue de cette étude pilote qui s'est clôturée en mai, que les industriels reprennent en main ce dossier en vue d'une concrétisation, d'une opérationnalisation, ce qui fait que voilà, on a l'impression qu'à un moment donné, l'impulsion qui a été donnée par l'opérateur de développement économique que nous sommes a fait mouche et que maintenant c'est le privé qui prend la relève pour concrétiser le projet. Alors dans le groupe de travail suivant, donc, qui a traité de la mobilité, on avait une partie étude sur la mobilité au sens déplacement des personnes et puis à une plus grande échelle, déplacement des marchandises, donc le transport de marchandises avec un premier diagnostic qui avait démontré que forcément la part modale route était prédominante alors qu'il y avait une volonté de développer le rail. Donc vous voyez en noir sur les camemberts la part réservée au rail, avec à côté en rouge cette part modale réservée aux routiers, où les entreprises étaient demandeuses de développer le rail et la voie d'eau, et où à l'époque l'opérateur traditionnel et historique chez nous, qui est la SNCB, ne s'était pas avéré compétitif par rapport à la demande des industriels, en l'occurrence ici le secteur chimique, qui espérait avoir plus de flexibilité, d'immédiateté dans la réaction. Et les entreprises ont voulu alors se mobiliser pour étudier une alternative et voir comment on pouvait traiter tout ce qui était last mile avec une flexibilité et une réactivité, une compétitivité économique qui cadrait mieux avec leur quotidien. Alors ce que nous avons fait, c'est un peu ce qui s'est fait en Allemagne, en France, en Suisse également,
c'est de nous mettre tous autour de la table, avec l'aide d'ailleurs du pôle de compétitivité et logistique Sino-Wallonia, pour rédiger un cahier des charges en vue de faire appel à manifestation d'intérêt pour installer chez nous un opérateur ferroviaire de proximité. Alors, dans ce contexte-là, en 2015, nous avons sélectionné un opérateur qui a déposé cette marque Planisphère, qui a commencé à exercer ses activités sur le territoire du cœur du Hainaut en sortant évidemment un peu des frontières, et qui a donc commencé à collecter un wagon par-ci, un wagon par-là pour constituer des trains complets, et qui aujourd'hui, depuis 2015, on s'aperçoit que chaque année, on a une moyenne d'environ l'équivalent de 290 000 camions qui sont en fait remis de la route sur le rail, ce qui représente en fait à peu près 7 millions de tonnes par an. Alors, ça c'était pour le volet transport. Après, voilà, comme le disait Benoît Charrière tout à l'heure, à partir du moment où on est dans une logique d'écologie industrielle, avec une communication, une collaboration, une coopération entre les entreprises qui se met en place, progressivement, on a envie d'aller plus loin et de changer aussi l'image de la zone dans laquelle on travaille. Donc, on a aussi été fort attentif à la gestion des friches, puisque là, on est parti d'une friche de 32 hectares qui a été complètement mise à plat et dont le terrain qui était pollué a également été assaini. Mais il n'y avait pas que celle-là, il y en avait des plus petites. Donc, chaque spot de friche fait l'objet d'une liste d'intervention. Et en parallèle, nous avons aussi rédigé une charte qui permet à chaque entreprise, dès qu'il entreprend des travaux, notamment d'aménagement extérieur, de pouvoir le réaliser de manière harmonieuse avec ses voisins. Donc, au final, ce qui a été recherché, c'est cette forme de changement d'image en vue d'être attractif et d'espérer comme ça capter de nouvelles entreprises qui viendront s'installer sur ces terrains qui sont dorénavant remis dans le circuit du développement économique, en espérant pouvoir recréer un taux d'emploi qui nous paraît, nous, abordable. En fait, nous avons des exigences dans notre chef à l'IDEA qui sont de l'ordre d'un ratio de 20 emplois à l'hectare. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que l'étude de la possibilité d'y mettre du maraîchage industriel était un plan B, parce que le maraîchage ne crée entre guillemets, ne crée que 11 emplois à l'hectare, ce qui pour nous n'était pas nécessairement ce qu'il y avait de plus ambitieux. Voilà, alors comme ça vous l'a été présenté dans les exemples précédents en introduction, c'est vrai que cette méthode d'écologie industrielle, elle nous paraît difficilement duplicable telle qu'elle à d'autres cas. Et donc, on a voulu tenter des expériences. Nous avons testé la dynamique sur les zonings de Feluy, donc là dans le secteur de la pétrochimie, sur le zoning de Senef-Manage dans le secteur agroalimentaire, et également avec les carrières de Soigny, donc les carrières de pierre bleue du Hainaut. Alors, je vais passer la main à mon collègue Quentin, qui est référent en économie circulaire sur le territoire du cœur du Hainaut et qui va vous faire part donc, des résultats de ces expériences d'écologie industrielle sur les autres sites que celui de Tertre. Bien, merci Maïté. Donc, le premier concerne effectivement la plateforme pétrochimique de Feluy, où là, on a débuté le projet en 2015 avec l'appui financier de la SRIW via la cellule Next. Donc, on a tenté d'appliquer plus ou moins la même méthode que celle utilisée sur l'écozoning de Tertre, mais dans un contexte totalement différent, car on s'est retrouvé face à plusieurs multinationales actives dans le marché de la pétrochimie et quelques PME. Et il faut savoir que ces multinationales se retrouvaient concurrentes à une échelle internationale et que parmi elles, aucune a pris le lead sur la dynamique en place. Et donc, on s'est retrouvé en groupe de travail avec effectivement des représentants de ces entreprises qui étaient présents, mais avec très peu d'interactions, très peu d'échanges et très peu de partage d'informations. Donc, résultat de cette expérience, c'est qu'aucune piste de synergie industrielle convaincante n'a été identifiée et on s'est retrouvé plutôt avec l'organisation de visites
de laboratoire entre quelques entreprises et des échanges de procédés. Alors, comme sur l'éco-zoning de Tertre, notre ambition était aussi de trouver des solutions pour réhabiliter l'ancien site de BASF. Sur base de cette expérience, on n'a pas pu dégager des pistes qui soient convaincantes. Toutefois, on a poursuivi les réflexions. Et aujourd'hui, l'IDEA a constitué un partenariat public-privé avec Wanty et Cotter pour, d'une part, dépolluer cette friche industrielle et ensuite la remettre dans le circuit de développement économique et attirer de nouvelles sociétés qui vont pouvoir venir s'installer sur cette plateforme pétrochimique. Second exemple, sur Senef Manage, où là, à nouveau, on a reçu l'appui de la SRIW et le projet a débuté en 2016. La zone est constituée principalement de PME actives dans le secteur agroalimentaire et de quelques acteurs issus du secteur de la chimie. On retrouve par exemple le centre de recherche Certec, le centre de formation le Cefochim ou un industriel tel que Docorning. Là, on est parti vraiment d'une feuille blanche car les entreprises, bien que voisines, ne se connaissaient pas du tout. Et nous-mêmes, on n'avait pas suffisamment de connaissances fines et précises des différents process qu'eux utilisaient. La dynamique a été très enrichissante, ça a été une dynamique positive. Et là, les pistes de synergie qui sont ressorties concernent plutôt la mise en commun de certains services tels que le nettoyage des bureaux ou des locaux, le déneigement, les entretiens des espaces verts. Vu la présence du secteur agroalimentaire, on a réussi à mettre en place une collecte, une récolte de surplus et d'invendus alimentaires de certaines entreprises issues de ce secteur-là, avec le soutien à la bourse aux dons, pour justement connecter ces entreprises avec des associations ou des organisations sociales ou caritatives telles que la Croix-Rouge ou les CPS de la région. Alors, à nouveau, ici, on n'était pas face à la revalorisation d'une friche, mais on était plutôt dans une réflexion pour créer une nouvelle zone d'activité économique. Et donc, le projet que l'on a mené avec les entreprises a permis d'alimenter cette réflexion pour dessiner le futur scénario de la zone Manage Nord qui, à terme, va pouvoir accueillir à la fois des entreprises agroalimentaires et des entreprises issues de l'éco-construction. Donc là, on parle d'un ancrage de 3600 emplois pour cette zone-là. Alors, à une échelle maintenant communale, on s'est associé à la ville de Soignies pour organiser un seul et unique groupe de travail qui a rassemblé à la fois entreprises des zonings, mais situées aussi à l'extérieur des zonings de Soignies, les carrières de Père Bleu, qui sont un gros pouvoir d'emploi, les collectivités comme les maisons de repos, et on a aussi eu quelques représentants du monde agricole. Alors, à l'issue de ce groupe de travail, il y a des fiches actions qui ont été établies, dont l'une sur la recherche de pistes de valorisation des bouts de sciage, bouts qui sont en résumé un sous-produit issu de l'exploitation d'un Père Bleu et du façonnage de ces pierres bleues. Donc, on a créé un partenariat entre les carrières et une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériaux en béton pour, grâce à l'époque, c'était encore les bourses innovation, donc un appui financier pour réaliser toute une série de tests et lancer et mener une première étude de faisabilité avec des résultats qui ont été assez intéressants, mais insuffisants pour dire de créer une réelle filière. Donc aujourd'hui, nous possédons toujours ces résultats, mais il faut aller chercher des moyens supplémentaires pour pouvoir à mettre en place cette filière entre les carrières et l'entreprise de construction. Donc, comme je disais, les carrières sont encore pouvoir d'emploi, vous voyez, plus ou moins 700 emplois existants. Alors, Benoît a parlé en début de séance de l'importance des échelles, et justement, à partir des démarches collectives qu'on vient de vous présenter, mais également complétées par les accompagnements individuels que l'on mène avec la maison entreprise, qui est la filiale de l'animation économique et incubateur pour le territoire du cœur du Hainaut, on a eu la volonté d'entamer une démarche macro, c'est-à-dire à l'échelle du territoire, en appliquant les principes de l'écologie industrielle. C'est ainsi que, grâce à un financement du gouvernement wallon étalé sur 2 ans, on a pu mener un projet pilote de métabolisme territorial qui a consisté à étudier les flux matière, eau, énergie qui circulent sur notre territoire, afin d'identifier et de mettre en place des synergies entre les acteurs. Acteurs représentés à la fois par les entreprises, mais également par les maisons de repos, les hôpitaux, certaines écoles provinciales et les agriculteurs.
Alors, le projet s'est déroulé en 3 phases, une phase de diagnostic, une phase d'animation d'atelier et une phase d'étude de faisabilité. Et on a désigné le bureau français INEC Circular pour, d'une part, nous mettre à disposition leur outil qui porte le même nom, outil qui est grosso modo une plateforme web qui va permettre d'identifier certaines synergies potentielles entre des donneurs de matière et des repreneurs de ces matières-là, mais également pour nous soutenir dans l'animation des ateliers. En tout, on a organisé 3 matinées d'ateliers qui se sont voulus vraiment des ateliers de travail et thématiques. Alors, particularité de ce projet, c'est qu'on a activé notre réseau et donc on a pu faire appel à l'Union wallonne des entreprises, aux centres de recherche, tels que Materenova, le CERTEC ou le CTP, mais également à l'Université de Mons. Et on a fait aussi appel à l'AFSCA, étant donné qu'on traitait de sujets liés à la valorisation des déchets organiques. Donc l'idée, en activant, en demandant à ces personnes de participer, c'était vraiment d'alimenter les débats lors des ateliers. Alors je ne vais pas rentrer dans un détail, ici vous pouvez apercevoir quelques projets de filière qui sont ressortis de ce projet-là. Entre deux, il y a des actions qui se sont mises en place avec, par exemple, un agriculteur qui était présent aux ateliers et qui s'est associé à une coopérative qui monte des projets de biométhanisation. Donc voilà, on a fait notre travail, on s'est rassemblés, maintenant le projet continue et va bientôt se concrétiser. On a travaillé sur le bois de construction, on a connecté l'hôpital Ambroise-Paré à la section maraîchage de l'IFA-PME de Mons pour justement valoriser le marc de café qui était produit par l'hôpital Ambroise-Paré. On travaille sur un projet de compostage électromécanique avec plusieurs écoles hôtelières qui sont situées sur un même site à Saint-Guilain. On s'est engagé dans le projet Interreg Transform qui va étudier la faisabilité de transformer des déchets en PET, PP et PE pour la fabrication de filaments pour imprimante 3D. On a dans les tiroirs un projet de matériothèque qui est en gros une ressourcerie, mais plutôt destinée soit à des entrepreneurs, soit au monde du secteur de la culture et des artistes. Et pour ça, on recherche un porteur de projet. On a été lauréat d'un appel à projet de la Fondation Roi-Baudouin sur le réemploi de matériel médical et on a coordonné un projet de R&D sur le traitement des câbles à fibre optique. Alors, pour prendre un peu de hauteur, et là, ça va renforcer les propos de Benoît. Je ne vais pas les énumérer parce qu'il a très bien fait. J'ajoute juste, dans les facteurs de succès, c'est l'imposition environnementale, que ce soit au niveau des directives européennes transcrites dans les réglementations wallonnes. Certaines impositions permettent d'impulser et de jouer un rôle de catalyseur dans l'engagement des entreprises vers des projets structurants en économie circulaire. Alors, vous l'avez bien compris au travers de chaque exemple, c'est l'appui financier des pouvoirs publics qui est important. Et tout ça demande évidemment de travailler dans un climat de confiance. Alors, au niveau des blocages et des freins, le premier, c'est au niveau technique. C'est la complexité, l'hétérogénéité des matériaux, des sous-produits et des produits secondaires par rapport au cahier des charges des entreprises qui souhaitent justement intégrer telle ou telle substance, tel ou tel produit dans son procédé de fabrication. Il y a les réglementations, je l'ai dit, ça peut être un incitant, mais ça peut être aussi un blocage, et Benoît l'a très bien expliqué. Il y a cette tension entre une vision à court terme qu'on peut retrouver pour essayer d'avoir une certaine rentabilité, mais il ne faut pas oublier la nécessité d'avoir cette vision à long terme, sur 5, 6 à 8 ans, avant de voir la concrétisation d'un projet tel que par exemple la station d'épuration mutualisée sur Tertre. Alors, le manque d'engagement des dirigeants d'entreprise qui peut s'avérer, comme j'ai pu vous l'exposer sur Feluy, qui peut s'avérer vraiment amener être un gros frein et peut très, très vite faire affaiblir la dynamique qui est en place. Et alors enfin, c'est parfois les marges de manœuvre limitées des dirigeants de certaines filiales de grands groupes industriels qui, lui, peut très bien être motivé, mais s'il n'a pas l'accord de sa direction, de son N+2 ou son N+1, il ne pourra pas engager lui-même son entreprise, et donc ça va être un frein. À l'inverse, si le grand groupe a la motivation et a su saisir l'opportunité, ce groupe-là peut vraiment jouer un rôle moteur dans la mise en place d'une symbiose industrielle. Alors, en guise de conclusion, en tant qu'agence de développement territorial, on veut renforcer et conserver ce rôle de facilitateur et de coordinateur des démarches en suscitant les liens justement entre les différents acteurs économiques de notre territoire et ancrer ces entreprises sur le territoire en jouant sur ce facteur de proximité. Et deuxièmement, on souhaite poursuivre ce rôle
pour enclencher de nouveaux partenariats et diversifier les collaborations. Par exemple, en créant des partenariats publics-privés, comme je l'ai mentionné pour le site de BASF, mais aussi en essayant de connecter les universités et les centres de recherche avec les entreprises situées sur nos zonings. Alors, il n'existe pas de recette miracle dans une démarche d'écologie industrielle, c'est vraiment du cas par cas. Ce qu'il faut, c'est considérer le contexte dans lequel on est, pouvoir identifier les spécificités et saisir les opportunités grâce à cette prise en considération du contexte des entreprises qui sont en place. Benoît l'a dit, je le répète, et ce sera mon dernier propos, il faut être vigilant à la fragilité d'un projet de symbiose industrielle, dû notamment à l'interdépendance des entreprises. Si une entreprise fait faillite ou se délocalise, se pose la question de l'approvisionnement des autres entreprises qui restent sur place. À l'inverse, il ne faut pas oublier que l'ancrage que permet une symbiose industrielle peut être une véritable force pour les entreprises, mais également pour les parties prenantes de cette symbiose industrielle. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie également le SPW d'avoir organisé ce webinaire consacré aux symbioses industrielles. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation très détaillée et riche aussi d'exemples bien concrets sur notre territoire wallon. Je vois dans le chat qu'il y a déjà une question qui vous est destinée à IDEA à propos du zoning géothermia. Savoir si IDEA prévoit de pousser, voire de forcer l'écologie industrielle, j'imagine, EIT, sur ce zoning. Voilà. Pour les autres participants, veuillez nous excuser pour le retard qu'on a pris. On propose de prolonger du coup de 10 minutes pour avoir l'occasion de prendre vos questions, que ce soit pour Benoît Charrière ou pour les 3 autres intervenants. N'hésitez pas. Peut-être qu'IDEA peut déjà répondre à cette question. Sur Géothermia, je vous avoue qu'on est parti d'une zone complètement vierge, alors qui est raccordée effectivement à un puits géothermique qui a été foré dans les années 70 et qui a été raccordé à la zone, qui permet aujourd'hui de raccorder des entreprises. La difficulté sur cette zone-là, c'est qu'on part de rien du tout et que, contrairement à la zone de terre où il y avait effectivement des synergies existantes, ici, tout est à construire. Et donc, on espère évidemment que la connotation environnementale qu'apporte la géothermie par rapport à cette transition énergétique va pouvoir attirer des entreprises qui sont dans cet état d'esprit d'écologie industrielle. Mais a priori, je ne sais pas si Benoît a un complément sur la manière d'opérer, d'encourager l'écologie industrielle sur des zones vierges, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe, à mon sens. Il faut activer ton micro, Benoît. Ah oui, je pense que Benoît n'a pas activé son micro. Benoît, on ne t'entend pas malheureusement. Ça ne fonctionne pas. Ah, c'est le casque, à mon avis, qui est défaillant. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Là, est-ce que là, vous m'entendez? Oui, c'est parfait, oui. Je pense, non, c'était simplement. Puis en plus, c'est pas pour apporter une grande valeur ajoutée à ce qui a été dit. Je trouve que l'intitulé était très juste. Dans tout ce qui est Greenfield, l'intérêt, nous on a participé à certains projets où j'ai pu voir des retours d'expérience. Il faut certainement une orientation sur une filière, comme ça a été présenté par Maïté. Il faut un objectif très clair. Je dirais qu'il y a des écoparcs, moi j'ai quelques retours d'expérience, qui se concentrent davantage sur les infrastructures et le réseau que sur les types d'activités qui s'implantent. Voilà, c'est peut-être un élément de réponse. Je ne sais pas si c'est plus compliqué ou pas, mais en tout cas, c'est différent, ça c'est sûr. Oui. Si je peux compléter, au niveau de l'IDEA, ce qu'on essaye de mettre en place comme réflexe systématique, c'est que quand une entreprise vient s'installer sur un de nos parcs d'activité, c'est directement de prendre contact avec elle pour lui exposer l'ensemble de nos services, et notamment les services qui concernent l'accompagnement individuel des entreprises dans l'économie circulaire. Donc là, on n'est pas vraiment tout de suite dans des
dans des considérations de l'écologie industrielle, mais en tout cas, on travaille avec eux de manière individuelle sur leurs éventuelles démarches en économie circulaire.